Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Je C'était Podcast, un numéro hors série que j'avais envie de consacrer à une athlète, à une joueuse de tennis, à une femme extraordinaire qui mène depuis 8 ans un combat admirable. Fauchée à 27 ans par une voiture conduite par un nonagénaire, Pauline Déroulède a perdu sa jambe gauche dans ce terrible accident. Malgré la peine et la souffrance, elle s'est relevée avec détermination et courage en se fixant un seul objectif, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Elle est un modèle de résilience incroyable et elle va nous raconter son histoire dans ce podcast. Merci beaucoup Pauline d'être en ma compagnie aujourd'hui. Merci à toi, merci, je suis ravie. Merci à tous d'être à l'écoute. Ce podcast est soutenu par ASICS Tennis, le sponsor de Pauline. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Pauline, je suis vraiment très heureuse de te rencontrer, d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast à la ASICS House. On est pas mal là. Il y a pas mal de joueurs qui passent par ici. Ouais, j'ai vu passer pas mal de photos. Il y a du beau monde. Voilà, c'est situé à quelques mètres du site de Roland-Garros où je suis depuis lundi pour suivre les qualifications. Très heureuse de te rencontrer parce que je connaissais déjà ton histoire avant d'enregistrer ce podcast. Je m'étais dit que j'aimerais beaucoup te rencontrer parce que ton histoire, elle est à la fois terriblement injuste, triste, mais aussi très inspirante et encourageante. Est-ce que tu peux nous raconter, Pauline, comment ta vie a basculé ce 27 octobre 2018 alors que tu avais 27 ans? Déjà, merci beaucoup pour tes mots. Je suis ravie d'être là, moi aussi. C'est vrai que j'aurais pu ne jamais être là si j'étais restée dans ma vie d'avant, une vie ordinaire, mais qui m'allait très bien. Voilà, je faisais beaucoup de sport, je travaillais dans le domaine audiovisuel et j'étais très épanouie, heureuse, amoureuse aussi. Et malheureusement, j'ai connu un drame, moi qui pensais que ça n'arrivait qu'aux autres, parce qu'on le pense souvent, ça nous rassure de le penser et c'est bien humain. Un samedi ordinaire, encore une fois, après avoir fait mon sport, je me suis retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment, puisque en me garant sur un trottoir, en attendant ma copine qui faisait une course, je me suis faite faucher par un monsieur de 90 ans qui a malheureusement appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Et ce jour-là, on était 3. Et c'est vrai que dans ce drame, je comprends tout de suite, puisque je suis projetée à quelques mètres, je comprends tout de suite que c'est très grave. Et je sais qu'il se passe quelque chose en bas, au niveau de mes jambes. Il y a déjà beaucoup de monde qui savent faire. Et là, je regarde mes mains, elles sont intactes. Je comprends que j'ai toute ma tête. Je comprends que je respire. Je comprends que je suis en vie. Donc, je sais qu'il va y avoir un après. Mais c'est vrai que ce qui me foudroie, c'est une immense tristesse parce que je comprends que j'ai perdu ma jambe. C'est vrai que dans l'esprit commun, une jambe arrachée, ça n'existe pas, ou alors seulement à la guerre. Et dans ce moment-là, je me raccroche à une chose. Je me dis que les médecins vont pouvoir faire quelque chose, intervenir, me recoller ma jambe. En tout cas, c'est l'espoir que j'ai, mais qui va ensuite évidemment disparaître. Et ta compagne est pas loin à ce moment-là? Oui, Tiffen, ma copine, elle me laisse et elle retrouve une scène de guerre. Et c'est vrai qu'elle a été tout de suite auprès de moi quand j'étais par terre. Et à ce moment-là, dans ces moments excessivement dramatiques, on se raccroche à des petites choses. Et moi, c'est vrai qu'elle m'a tenue consciente, en vie. Et ce qui est fou, c'est que j'ai compris en fait que la vie que j'avais avant, elle se terminait là, sur ces pavés, comme je le dis souvent. Et à ce moment-là, quand les premiers jours à l'hôpital, comment est-ce que tu es parvenu à trouver la force, à quoi tu t'es raccroché directement après avoir accepté que tu ne retrouverais pas l'usage de ta jambe? Je sais pas si on accepte vraiment un jour. C'est les montagnes russes émotionnelles. Les jours qui ont suivi à l'hôpital, ils ont été extrêmement à la fois intenses d'émotions parce que j'avais énormément de monde auprès de moi. Et ça, c'est une force vraiment immense quand on est au plus mal. Et en même temps, beaucoup de chagrin. J'alternais des phases d'euphorie, d'être aussi entourée et de tristesse profonde, d'avoir perdu cette jambe. Et moi, je me souviens d'une
d'une scène qui m'a profondément marquée à l'hôpital quelques jours après, où j'étais dans une grande détresse et on a appelé le chef de service qui était un colonel, puisque j'étais à l'hôpital militaire, donc là-bas tous les chefs de service sont gradés et c'est vrai que il est rentré dans ma chambre, déjà il en imposait par la coupe militaire et le gabarit et il m'a parlé comme un soldat puisqu'il m'a dit ok, c'est vrai, il te manque quelque chose, mais dis-toi que tous les projets que tu avais, ils sont juste reportés. Ce qui t'arrive là, c'est un détail. Et c'est vrai que ces mots, ils ont vraiment résonné en moi parce que il m'a considérée comme une des leurs, en fait. Et du coup, j'ai obéi aux ordres. En tout cas, j'ai décidé d'obéir aux ordres. Et ça m'a donné aussi un espoir, puisqu'il m'a parlé de la rééducation. Il m'a dit que j'allais être avec les gars, comme il les appelait, les autres militaires, qu'il allait avoir cet esprit d'équipe, qu'on allait se porter mutuellement. Et du coup, c'est le premier qui m'a donné une perspective d'avenir. Et c'est vrai que ce discours qui m'a tenu, il m'a énormément servi pour la suite. Et puis il y a le sport qui est devenu un outil de reconstruction quelques heures après ou quelques jours après l'accident où tu décides de fixer un objectif, c'est de participer aux Jeux paralympiques. Comment elle vient cette idée? Est-ce que c'était une manière de te raccrocher à quelque chose pour sortir de ce que tu traversais? Oui, c'est vrai que j'avais une bonne base. Il faut savoir que le sport, c'était quand même un vrai moteur chez moi. Quand j'étais petite, j'avais un rêve de éventuellement devenir sportif de haut niveau. Finalement, j'ai fait autre chose. Bref, mais le sport conditionnait ma vie. Je travaillais énormément, mais que ce soit très tôt le matin ou très tard le soir, je faisais beaucoup de sport, du tennis notamment, qui a toujours été mon sport. Et donc, oui, quelques heures après l'hôpital, je suis en salle de réveil, j'ai ma famille autour de moi, je les vois très inquiets et c'est leur inquiétude qui me donne une réaction assez insolite, puisque je leur dis, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. C'est vrai que à ce moment-là, tout va très vite dans ma tête. Je savais que les Jeux allaient arriver, j'étais très heureuse déjà de pouvoir les vivre en tant que spectatrice, parisienne, française, et dans ma tête ça a basculé. J'ai associé l'handicap avec la possibilité peut-être de faire du parasport, en tout cas de m'épanouir dans le sport, et voilà, j'ai tout de suite ancré cette promesse que j'ai faite à mon entourage, mais que je me suis aussi faite à moi-même. Alors évidemment, sur le papier, j'étais sur un lit d'hôpital, c'était sans aucune garantie, mais je pense que ça a posé un objectif très clair et encore une fois une perspective. Donc c'était devenu ça mon objectif de vie après cet accident. Comment s'est passée cette rééducation? Parce que devenir sportif de haut niveau, ça ne s'invente pas. Ça a été quand même assez rapide. Tu as été triple championne de France en tennis en fauteuil. Combien de temps ça a pris et quelles ont été les étapes de cette rééducation? Moi, j'avais à peine 5 ans devant moi, 4 ans et demi plutôt, donc je savais qu'il y avait un compte à rebours qui démarrait à partir de cet accident et que j'allais pas avoir beaucoup de temps, donc il allait falloir aller très très vite. Il faut savoir que je suis très impatiente comme fille, donc ça c'est défaut, mais aussi c'est quand même ses avantages, d'essayer d'accélérer le process de reconstruction, notamment en rééducation, où non seulement j'ai dû réapprendre à marcher, mais j'ai entamé toute une phase de réathlétisation, parce que j'avais tout perdu comme muscle, j'étais vraiment plus la même, et avec cet objectif en tête de faire les Jeux. Donc je savais que mon temps était compté pour essayer d'arriver à atteindre cet objectif de participer aux Jeux. J'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres, notamment ma coach, la Fédération française de tennis qui m'a fait confiance, et j'ai à peine un an après l'accident démarré cette nouvelle vie de sportif de haut niveau que j'ai dû apprendre, parce que faire du tennis avec un objectif de haut niveau, c'est plus du tout la même chose que de jouer au tennis en loisir, etc. Donc voilà, la préparation physique, la préparation mentale, la récupération aussi. Moi, je savais pas ce que c'était la récupération. Moi, je pouvais rester une semaine avec des courbatures, chanter mon corps, c'est pas grave, quoi. Mais non, en fait, voilà, j'ai dû apprendre tout ça en accéléré, aussi faire la compétition, parce que face à moi, encore aujourd'hui, j'ai des joueuses qui sont depuis plus de 10 ans sur le circuit, qui ont commencé le tennis fauteuil à un très jeune âge, parfois certaines qui sont en fauteuil le reste du temps. Moi, je suis debout dans la vraie vie, entre guillemets, en dehors du cours. Donc j'ai dû rattraper finalement ce retard de pratique, ce retard d'expérience, et tout faire en accéléré. Est-ce que tu as eu plus de moments de bonheur ou plus de moments difficiles où tu t'es un moment dit mais qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif, je vais pas y arriver, ou est-ce que ça a été
voilà, comment est-ce que tu as construit les choses pour arriver jusque-là? Je dirais qu'encore une fois, c'est des montagnes russes, la préparation au plus haut niveau, puisque surtout au tennis, on perd plus qu'on ne gagne. Donc il faut savoir encaisser les défaites. Et que parfois la phrase on ne perd pas, on apprend, on a du mal à l'accepter, surtout quand on n'aime pas perdre, ce qui est mon cas. Mais c'est de l'expérience. Moi, je suis passée par des grandes phases de bonheur. Je pense effectivement à mes titres de championne de France. Pour moi, c'était très important d'être championne de mon pays avant le reste. Je pense à la cerise sur le gâteau qui a été voilà, je l'imaginais pas de disputer Roland-Garros, de gagner à Roland-Garros, de faire d'autres grands chelems. Franchement, c'était un rêve, même si je n'avais pas prévu tout ça. Après, il y a aussi je parle encore au présent parce qu'il y a des phases compliquées. On peut enchaîner les mauvais tirages, des défaites, et c'est dur à encaisser. Moi, je sais que je me suis intéressée au sujet de la santé mentale, notamment après la naissance de ma fille en 2022, puisque ça m'a fait un vrai bouleversement. Une perte de sens quelque part, à peine 3 semaines après sa naissance, de partir à l'US Open, d'être heureuse d'être à l'US Open, mais en même temps de quitter son petit bébé qui venait de naître depuis 3 semaines. Et voilà, c'est vrai que j'ai dû vraiment m'entourer à ce moment-là, retrouver du sens, essayer de combiner la vie de famille aussi avec le sport de haut niveau et remobiliser des forces. Donc encore aujourd'hui, il faut être bien entouré, mais moi j'accepte ces périodes. Je me dis que c'est constructif pour la suite en fait. Oui, et tu as été 5e meilleure joueuse mondiale. Ah non, c'est 13e. J'étais 13e. J'espère un jour. Mon meilleur classement, c'est 13. 13e meilleure joueuse mondiale. Le top 10, c'est mon objectif. Okay. Après, c'est des joueuses qui jouent, qui accumulent des points depuis des années. Donc là encore, il y a du retard à rattraper. Mais je veux y arriver. C'est vraiment, j'en ai battu plusieurs, des filles du top 10. Donc je sais que j'ai le niveau. Maintenant, il faut l'atteindre. Mais c'est un objectif atteignable. Et ces Jeux paralympiques, comment tu les as vécus, Pauline ? C'était incroyable. Je vais commencer par dire très déçue du résultat. J'ai un tirage difficile. Je joue la 5e mondiale qui est très en forme à ce moment-là. Une Colombienne que j'ai déjà battue, mais qui, je sais, à cette époque, était vraiment très très forte. Donc c'est sûr que j'aurais voulu... moi, je voulais aller plus loin. Ça a été dur à encaisser, mais en même temps... cette tristesse, elle a été très vite balayée par l'immense bonheur de jouer sur le central, sur un central blindé. J'oublierai jamais mon entrée sur le central, le cours Philippe Chatrier. C'est dans ces moments-là qu'on se refait le film. Je suis arrivée debout quasiment 5 ans après. C'était mon objectif d'être au jeu. Et j'en ai profité, j'ai vraiment eu cette impression de communion avec le public, de soutien. J'étais juste déçue de ne pas être à la hauteur et voilà. Mais en même temps, je pense que les Jeux... j'ai perdu un match de tennis ce jour-là, mais j'ai gagné tellement d'autres choses beaucoup plus importantes pour la suite et beaucoup d'amour. Donc c'est clair que c'est une expérience que j'oublierai jamais et qui me sert déjà. Moi, je sais que je ne suis déjà plus la même qu'il y a encore quelques mois au jeu. Donc ça, c'est positif. Et puis tu parles d'amour du public. On a vu hier de quel amour il était capable de donner avec cette cérémonie en hommage à Rafa, qui a dû t'inspirer aussi certainement. C'est fou, Rafa c'est mon idole. Bon, je suis pas la seule à l'avoir comme idole, mais voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, de jouer dans son académie. C'est un joueur immense. Moi, j'étais à l'aéroport en train de regarder cette cérémonie et de pleurer devant mon iPad. Clairement, cette cérémonie était à la hauteur de tout ce qu'il nous a donné. Et voilà, et quand je le vois aussi avec son petit garçon, c'est vrai que je fais beaucoup de transferts aussi moi avec ma petite fille, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, Rafa, et il va nous manquer. Donc c'est sûr que c'est inspirant en tout cas, c'est inspirant de voir tout ça. Ouais, et tu parles de ta petite fille, ça aussi, ça a été une manière pour toi de reprofiter, de trouver beaucoup de bonheur dans la vie avec ta compagne également, Tiffaine. C'était un tournant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette naissance et de votre vie aujourd'hui ?
C'est toujours délicat pour moi de parler de ma fille parce que ça me remplit d'émotions. Mais Ava, c'est vraiment l'illustre exemple. Donc c'est ma petite fille que la vie reprend toujours le dessus. Elle a quel âge ? Et elle va avoir 3 ans. Et j'attends, pas moi, mais ma copine est enceinte et on attend une deuxième petite fille. Voilà, ce sera un gang de meufs. Mais vraiment, c'est la vie qui reprend le dessus. Je le pense vraiment. Et voilà, moi, de pouvoir partager mes aventures avec ma famille, avec ma petite fille, à Roland-Garros notamment. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de continuer à jouer encore longtemps, pour qu'elle ait des souvenirs de sa maman qui joue au tennis dans les plus beaux tournois et qui gagne. Voilà, c'est la meilleure petite supportrice que je peux avoir, et avec Tiffany aussi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des champions qui aiment bien, qui se fixent comme objectif de pouvoir avoir leur enfant qui soit assez grand pour pouvoir les regarder. Je pense, on est ici à la ASICS House, donc je pense à David Goffin qui récemment dans un podcast me disait: je veux juste que ma petite me voie un jour gagner des matchs. Donc c'est vrai que c'est un objectif qu'on peut se fixer. Bien sûr, c'est important. Voilà, on est dans une vie où il faut beaucoup de rigueur, de discipline. On rate beaucoup de choses aussi avec les amis, etc. On n'est pas souvent à la maison, et donc voilà, que ces enfants nous voient jouer, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, et moi c'est ce que j'ai envie de continuer à faire pour mes petites filles du coup. Oui, et puis il y a une autre petite fille qui est un petit peu ta fille de cœur, j'ai envie de dire. Elle s'appelle Cléo, et elle a également été frappée par un accident quand elle avait 3 ans. Elle a également perdu l'usage d'une jambe, et tu l'as un petit peu pris sous ton aile. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as rencontrée et de quelle manière elle est encore présente aujourd'hui dans ta vie ? Cléo, c'est une petite fille qui a eu 14 ans aujourd'hui. Je la considère comme plutôt une petite sœur. Mais ça a été une rencontre pareil qui a bouleversé ma vie il y a quelques années, où c'est une petite fille que j'ai rencontrée dans un centre de prothèse quand j'étais en train de faire mon fauteuil, et sa maman m'a interpellée en me racontant leur histoire, effectivement avec des similitudes dans la mienne, où fauchée sur une place de marché par une personne très âgée, etc. Et j'ai vu cette petite fille perchée sur une longue tige, puisqu'elle a une amputation très très haute. Et sa maman qui me dit que à ce moment-là, qu'elle ne fait pas de sport, qu'elle est dispensée de sport, que voilà, le regard des autres est compliqué. Et c'est vrai que quand je fais cette rencontre, je me dis que c'est impossible que je n'intervienne pas, que je ne fasse pas quelque chose pour cette petite fille, et surtout qu'elle ne connaisse pas les joies du sport. Et il se trouve qu'à l'époque, je disputais les championnats de France, et donc je lui dis de venir essayer le tennis fauteuil. Et je me souviens de son sourire quand elle a essayé tout de suite sur le fauteuil. Et c'est une belle histoire, puisque Cléo, elle a fait ses choix, évidemment. Aujourd'hui, elle rêve d'une vie de sportive de haut niveau. Elle a été championne de France junior l'année dernière. Elle a un parcours extraordinaire, et surtout elle est heureuse de jouer au tennis en fauteuil. J'en profite pour dire que c'est une première dans l'histoire de Roland-Garros. Elle va être ramasseuse de balles sur le tournoi de tennis fauteuil la semaine prochaine. Et elle vit des choses extraordinaires. Elle est épanouie. C'est une petite fille qui a radicalement changé. Et moi, je suis fière d'elle. Et je la suivrai pendant longtemps, bien sûr. Alors, tu as mené aussi un combat depuis ces années, un combat qui est très important pour toi. C'est celui de mettre en place un test d'aptitude à la conduite, d'essayer de sensibiliser les personnes qui gouvernent ce pays pour essayer de changer les choses, d'avoir une espèce de contrôle technique pour les conducteurs, un certificat d'aptitude. Où en est ce combat aujourd'hui, Pauline ? C'est un long combat. Effectivement, quand j'ai eu cet accident, je me suis dit que ce drame, il aurait pu être évité si une seule personne avait arrêté de conduire. En France, on a notre permis de conduire à vie, sans aucun contrôle médical, et c'est trop dangereux. C'est pour ça que je mène ce combat très politique, mais utile, je pense, pour qu'au cours de leur vie, chaque conducteur puisse repasser une visite médicale pour s'assurer d'avoir toutes les capacités physiques, cognitives, sensorielles, pour être en mesure de conduire. Ce combat, il a été renforcé aussi par ma rencontre avec le conducteur qui m'a fauché. Pour moi, c'était très important de savoir à qui j'avais affaire, quel était le profil de ce monsieur. Et ce sont ses mots. S'il y avait une loi, il l'aurait respectée, parce que c'était un conducteur responsable, mais inapte. Et c'est bien là la différence. Aujourd'hui,
conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, c'est une infraction, mais conduire en n'ayant pas tous ces réflexes, c'en est pas une, et c'est bien là tout mon combat. C'est un long combat avec des politiques qui manquent de courage, mais voilà, au moment où je vous parle, on a écrit une proposition de loi qui, je l'espère, va être débattue prochainement à l'Assemblée nationale. C'est un combat qui prend de l'ampleur, malheureusement aussi parce qu'il y a, depuis mon accident, il y en a eu beaucoup d'autres. Et à chaque fois, moi, quand je lis dans la presse des drames, ça me rappelle que j'ai pas encore réussi, mais quelque part, je sais qu'on y arrivera parce que c'est inévitable d'arriver à mettre en place ces visites médicales qui existent déjà dans énormément de pays dans le monde. Ouais. Et tu dis que tu as rencontré l'homme qui t'a fauché. Comment ça s'est passé psychologiquement pour toi, cette rencontre? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était... J'avais beaucoup de colère avant de parler à cet homme parce qu'il incarnait le monsieur qui m'a pris ma jambe quelque part et finalement voilà, on a eu un face-à-face très fort. C'est quelqu'un qui aurait pu être mon grand-père. Voir une personne d'un certain âge pleurer, c'est quelque chose qui vous marque. Et évidemment, moi j'ai été sensible à ça. J'ai compris tout de suite que ce monsieur, il était anéanti par ce qu'il avait fait. Et en fait, on se retrouve l'un et l'autre en face de l'autre à se dire quel gâchis finalement, parce que ce monsieur, il savait qu'il n'était plus capable. Il reportait l'arrêt de la conduite plusieurs fois, mais voilà, c'est difficile d'arrêter de soi-même malgré tout. Et moi, je l'ai cru, je le crois. Et je sais que ce monsieur a une fin de vie extrêmement compliquée. Personne n'a envie d'être à cette place non plus. Donc, c'était un moment très utile pour moi. Il y a vraiment eu un avant-après cet échange avec ce monsieur parce que ça m'a donné de la force pour continuer le combat que je mène. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu entreprends, avec le parcours inspirant que tu as depuis cette tragédie, est-ce que tu arrives à tirer du positif de ce qui s'est passé ? C'est mon but dans la vie de transformer tout ce qui peut arriver en quelque chose de positif. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire depuis cet accident, transformer un drame en quelque chose d'autre. Bien sûr, il y a énormément de choses positives. Tout ce que je vis, je ne l'aurais pas vécu dans ma vie d'avant. Même si demain, on me rendait ma jambe, je la reprendrais. Mais la question ne se pose plus. Donc, voilà, je vais de l'avant. Il y a énormément de positifs, énormément de belles rencontres. Et surtout, un combat sur les visites médicales tourné vers les autres. Finalement, c'est comme si je voulais donner du sens, même à ce qui n'en a pas. Un accident, ça n'a aucun sens. Mais que ça serve au moins à d'autres personnes. Et tu as écrit un livre également qui raconte cette histoire. C'était important pour toi de mettre ça en mots, de déposer ça sur papier. C'était une manière de laisser évacuer un petit peu les émotions. Oui, pour moi, c'était très important de laisser une trace de ce que j'appelle l'envers du décor. Parce que voilà, il se trouve que je suis médiatisée. J'ai raconté beaucoup de fois mon histoire, mais dans ce livre, je voulais la raconter telle que ça s'est vraiment passé, avec tous les détails, avec l'espace pour le faire, et pour désacraliser peut-être cette cape de super-héros qu'on peut me mettre et mettre à d'autres parasportifs, parce que voilà, moi je suis comme tout le monde, je pleure, je ris, j'ai mal, je suis heureuse, et j'avais besoin de vraiment partager les coulisses de ma reconstruction pour là encore que ça serve à d'autres. Donc j'ai sorti un livre effectivement il y a quelques mois. Il y a un documentaire aussi sur Canal+ qui est sorti parce que c'est important de donner quelques images, notamment de l'hôpital. C'était un journal de bord que je tenais. Voilà, mais moi mon but c'est aussi de parler toujours de cet envers du décor pour montrer vraiment toutes les émotions qui peut traverser un être humain. Voilà, moi à l'hôpital, j'étais pas celle que je suis là devant toi aujourd'hui, et c'est normal. Et le message, c'est de dire que c'est ok de pas être bien, d'aller mal. L'enjeu, c'est de rebondir le mieux possible, d'avoir les armes, d'identifier ce qui nous fait du bien pour aller mieux ensuite. Donc c'est ce que j'ai essayé de partager à travers ce livre. Et aujourd'hui, quand tu es sur le terrain, est-ce que ce qui s'est passé et la force de caractère que tu as t'aide dans ton combat sur un terrain? Tu as l'impression d'être forte mentalement grâce, entre guillemets, à ça? Oui, bien sûr, je me sens forte mentalement. Après, c'est vrai que dans le tennis fauteuil, on a tous des histoires singulières.
voilà, avec des accidents de vie. Donc on est tous forts mentalement, mais quelque part c'est là où je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis plus la même depuis les Jeux de Paris, parce que je pense que jusqu'aux Jeux de Paris, quand je jouais au tennis sur le terrain, c'était trop, c'est-à-dire que c'est comme si je jouais ma vie parce que j'avais cet objectif, sauf que parfois c'est lourd à porter, de mettre trop d'enjeux derrière un point, un match. Il faut être capable derrière de supporter ce que ça veut dire. Donc moi, depuis les Jeux de Paris, j'ai vraiment travaillé mentalement, quelque part lâché un enjeu qui me desservait. Et bien sûr, voilà, la force que j'ai pu avoir avant, elle me sert sur un terrain. Mais voilà, ça se travaille, ça s'entretient. Et c'est ce que j'essaye de faire de manière la plus rigoureuse possible. Te concentrer sur le jeu et non sur l'enjeu. Exactement, ça c'est le plus dur, hein, c'est le plus dur. On appelle ça le moment présent en préparation mentale, rester dans le moment présent. Même quand on a une balle de match pour soi ou contre soi, moment présent, pas être avant ni après. Sauf que là c'est facile de te le dire sur un canapé dans la Asic House, mais quand tu es sur le terrain, c'est avec voilà, toutes les attentes qu'ils peuvent avoir autour de toi, c'est difficile, mais voilà, je vois aussi que le temps fait son effet, que l'expérience rentre de mieux en mieux, et voilà, encore une fois, c'est normal que je sois plus la même que lorsque j'ai démarré, où là c'était trop, quoi. Ouais. Ouais, et qui sont justement les joueurs sur le circuit qui t'inspirent, qu'ils soient en tennis en fauteuil ou autres, qui sont ceux qui mentalement en tout cas t'ont montré le plus de... Je vais parler de mon mentor, hein, Stéphane Houdet, qui est un grand champion paralympique, qui fait partie des rencontres qui m'ont marqué, notamment quand je me suis mise à faire du tennis fauteuil. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement détaché sur le terrain, qui a un talent fou. Et c'est toujours une inspiration de le voir jouer, de voir comment il va gérer ce point, où est-ce qu'il va servir, première, deuxième, voilà, d'analyser un petit peu ce qu'il fait. Donc lui, ouais, et puis l'expérience, ça fait tellement longtemps qu'il est sur le circuit. C'est admirable. Chez les femmes, notre numéro 1 mondial, hein, c'est Diede de Groot, une Hollandaise, oui, qui a eu 3-4 années invaincue. Qui joue depuis qu'elle a 7 ans. J'étais encore en tournoi avec elle ce week-end, et oui, c'est un exemple. C'est une fille qui est impassible, qui gagne tout, qui sait se sortir de situations presque impossibles, et c'est toujours une inspiration de voir ce type de joueurs, de joueuses, voilà, de les voir à l'œuvre, notamment dans les moments décisifs. Moi, ce que j'aime bien regarder sur les matchs, c'est les moments chauds, comment ils vont gérer ces gens-là. Mais même les matchs, je valide, hein. Moi, il se trouve que je suis un peu une tarée de tennis, hein, très sincèrement. Je veux dire, je peux veiller le soir, je peux mettre un réveil pour regarder les grands chelems quand c'est en Australie notamment. On a un point commun alors, Pauline. Non mais vraiment, je veux dire, je sors d'un match de tennis, je regarde un match de tennis. C'est bon, voilà, c'est une passion. Et j'aime bien maintenant, forcément, je regarde plus les matchs de la même manière qu'avant. J'aime bien voir ces moments où tout peut basculer, et voir comment tel joueur va gérer et va jouer ce point, quoi. C'est important. Alors, je vais te donner un petit exemple hier qui illustre ce que tu viens de dire. J'ai regardé hier soir. J'étais sur 2 matchs à la fois. J'étais en duplex. J'étais sur le Ben Shelton Sonego et sur Kiran Jacquet qui s'est incliné en 5-7. Ouais, j'étais en multiplex. Ouais. Alors, t'allais me dire quoi, pardon? Alors moi, j'allais te dire celui de Zizou Bergs contre Giovanni Mpetshi Pericard. Bien sûr, j'ai vu aussi. Alors là, il y a un point, tu viens d'en parler, un point où tout bascule. 5-0, il mène dans le deuxième set, dans le tie-break du deuxième, 5-0. Et puis là, il y a mon collègue qui me dit, mais arrête, t'as l'air d'être très nerveuse, c'est bon, il mène 5-0. Je dis, non, mais tu connais pas Zizou. Ouais. Et puis on connaît, c'est l'enfer, on connaît tellement ces remontadas à 5-0 où t'as 2 points, mais en fait non, quoi. Et puis il enchaîne 7 points, Giovanni, il fait 7-6, et puis derrière Zizou s'écroule et donc il perd le match. Bon, je suis belge, c'est le seul belge dans le tableau, donc j'étais un petit peu désespérée hier soir. Ah, c'est dur. Mais voilà, ce genre de... Mais il faut que ces moments-là arrivent. Moi, il y a quelques temps, j'ai joué contre Diede, justement, je perds 7-6, et dans le deuxième set, je mène 5-2, et finalement je perds 7-5. Et en fait, il faut que ces moments-là arrivent,
arrive pour que ça n'arrive plus quelque part. Pour apprendre. Moi, je sais que c'est la première et dernière fois que ça arrivera, en tout cas contre elle. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est l'enfer quoi, à vivre. Je veux dire, t'es tellement proche que... Mais il y a un espèce, parfois, moi je l'identifie comme peut-être un petit relâchement, alors qu'il faut encore plus hausser la vigilance quand on est proche de la fin, quelle qu'elle soit. Mais c'est intéressant. Moi, j'adore analyser tous ces moments-là. Est-ce que tu connais Joachim Gérard ? Bien sûr, la Belgique. Mais j'étais avec lui aussi en tournoi là, à Barcelone. Ah oui. Ouais, il va bientôt arrêter lui. Oui, il est en train de faire sa tournée d'adieu. Mais quel parcours aussi. Joe, c'est un super mec, vraiment très, très sympa et très talentueux. Un magnifique revers, notamment. Ouais, bien sûr. Qui a aussi sorti un livre, Revers gagnant. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous rappeler justement le titre ? Je l'avais noté et puis c'est impossible ou possible parce qu'il y a le IM entre parenthèses. Voilà, parce que transformer l'impossible en possible, c'est mon leitmotiv, quoi. Et c'est vraiment super inspirant. Il y a une chose qui m'avait marqué dans le documentaire dont tu parles, qui est très très bien réalisé, c'est que ta compagne, au moment où l'accident s'est passé, t'as dit ce soir-là, ça ne changera jamais pour moi, tu resteras, je t'aimerai malgré tout. J'ai trouvé ça bouleversant à ce moment-là de pouvoir trouver ces mots-là. Ouais, on dirait un film, hein, mais c'est vrai que quand j'étais par terre, Tiffen, elle me regarde et en un regard, elle comprend tout. Et elle me dit cette phrase, effectivement, t'inquiète pas, je vais t'aimer toute ma vie. C'est un film. Bien sûr, depuis, je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de tenir cette promesse, mais non, c'est vrai que Tiffen, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce documentaire. C'était de mettre en avant cette place qu'a eu Tiffen, qu'ont énormément de victimes de l'ombre, qui ne sont pas blessées physiquement, mais psychologiquement, qui doivent se reconstruire tout autant et qui ont une place tellement essentielle à notre reconstruction. Là, je parle de la mienne avec Tiffen. Tiffen, si elle n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est un travail d'équipe. Et d'ailleurs, le tennis, c'est un sport individuel, mais c'est un travail d'équipe. S'il n'y avait pas tous les gens derrière, on serait rien du tout sur le terrain, bien sûr. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté ma jambe de robot, tu veux dire ? Est-ce qu'aujourd'hui tu as accepté ta jambe ? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'acceptes physiquement ? Ouais, en fait, ça dépend comment je suis lunée. Il y a des jours où c'est plus difficile à porter. Une prothèse, ça se voit. C'est un peu comme un fauteuil roulant. Hein. Voilà, il faut faire avec. Je sais toujours pas répondre à cette question. Si je l'accepte, je me pose pas la question. Alors, est-ce que c'est une façon de l'accepter ? Peut-être. Dans tous les cas, je fais avec, ça c'est sûr. Je marche le plus possible et surtout, je n'oublie pas la chance que j'ai d'être debout et pour ça, je me sens infiniment privilégiée. Ton histoire doit en inspirer d'autres. Il y a beaucoup de personnes sans doute qui souffrent et qui se raccrochent à tout ce que tu peux faire passer comme émotion, comme message. Tu peux être très, très fier de ça. Et je serais contente en Belgique de faire rayonner ton message. Et j'adore la Belgique, hein, je tiens à le dire. Hein. C'est nos amis belges. J'y étais il n'y a pas longtemps et c'est vrai que je trouve toujours les Belges extrêmement sympathiques. Mais c'est gentil. Et on a aussi quelques grands champions. Mais je te souhaite vraiment plein de succès. Qu'est-ce que tu te fixes encore comme objectif pour cette année Cette année, c'est une année de transition. Ouais. J'ai changé de coach, j'ai changé de fauteuil. Donc voilà, c'est une année de prise de repères. Comme je le disais, depuis les Jeux, j'ai lâché quelque chose, ce fameux enjeu peut-être, qui me fait très bien jouer. C'est vrai que je joue très bien en ce moment. Je me sens bien sur le terrain, mentalement. Je vais avoir une deuxième petite fille. Donc tout ça, c'est des boosters. Moi, je me mets pas de limite. Vraiment, j'essaie d'avoir le plus de détachement possible, mais de manière positive. Et bien sûr, le top 10 en ligne de mire. Ça, c'est vrai que voilà, je vais aller jusqu'au jeu de Los Angeles, on n'en a pas parlé, mais c'est l'objectif long terme. Mais avant, il y a évidemment performer en Grand Chelem, intégrer le top 10 mondial, enfin voilà, sans limite, ça, c'est vraiment l'objectif. Ça représente quoi en termes de préparation ? Combien d'heures tu travailles par semaine ou par jour ? Ouais, c'est une vie dédiée à ça. Hein. Je fais entre 2 et 4 heures de tennis par jour, 2 heures de physique par jour, du lundi au vendredi, quand je ne suis pas en compétition. Là, tu vois, en ce moment, c'est une période très chargée où
je rentre de tournoi, je repars en tournoi. Donc c'est aléatoire, mais c'est vrai que toute ma vie est consacrée à ça. Même si j'ai le combat de visite médicale à côté, la priorité, c'est évidemment le tennis, la préparation. Et d'ailleurs, c'est absolument pas une corvée, c'est un pur bonheur de se réveiller, de s'entraîner, d'aller en compétition. Moi, j'adore ça, quoi. Et c'est où que tu t'entraînes Alors, je m'entraîne entre le Centre national d'entraînement, là, pas très loin de Roland-Garros, et le comité des Yvelines. Voilà, c'est la ligue dont je dépends, donc ça dépend des jours et des surfaces, mais voilà, je suis jamais très loin de Roland. Ouais, j'imagine que cette période de Roland-Garros, c'est énorme pour une Française. C'est énorme, tout court. Roland, moi, c'est le tournoi qui m'a donné envie de jouer. J'ai énormément de souvenirs, de matchs, de moments, de finale. J'ai toujours habité à côté. C'est un détail, mais qui a toute son importance, puisque j'ai toujours été prête à y aller en tant que spectatrice. Et jamais j'aurais pu imaginer un jour y jouer. Donc voilà, moi, cette effervescence qu'il y a autour de Roland-Garros, on voit le quartier qui se transforme, tout ce monde, toutes ces nationalités, pour moi, c'est le plus beau tournoi du monde, Roland-Garros. Et puis, il y a ces JO en 2028 de Los Angeles. Et ça, c'est ton objectif aussi. Ouais, c'est sûr que pour nous, le tennis fauteuil, il y a les grands chelems, évidemment, il y a le circuit secondaire comme les valides, mais il y a ces jeux qui sont très importants pour nous. Et voilà, Los Angeles, j'aurai plus d'expérience. J'aurais déjà vécu une Paralympiade, donc évidemment c'est l'objectif à long terme en ligne de mire, mais avant il y aura plusieurs étapes et ça fait partie du chemin. Et puis pour terminer, on n'en a pas parlé, mais tu es aussi une artiste hors pair, parce que tu sais tout faire en fait. Tu joues de la guitare, je t'ai vu dans un reportage jouer de la guitare, très bien, mais tout à l'heure là tu nous as joué un petit air de piano également. Alors ça me ferait fort plaisir pour les auditeurs qui nous écoutent que tu nous joues ah ouais, faut que je joue là. Note, si tu veux bien, ce serait très gentil. Et puis tu peux venir me redire au revoir, mais si ça t'ennuie pas, ce serait... Ok, d'accord. Voilà. Comme ça, je te cueille à froid. À froid, ouais. Vas-y, c'est parti. Merci. Waouh, magnifique. Écoute, aussi talentueuse sur le terrain. Chopin. Non, c'est vrai, j'ai fait 20 ans de conservatoire. Le piano, la musique, c'est une autre de mes passions. Et d'ailleurs, dans les moments où j'ai besoin de souffler et que je suis pas sur un terrain de tennis, je fais de la musique. En plus, quand on a une petite fille, c'est chouette. On a toujours un public. Ouais, non, la musique, ça fera toujours partie de ma vie. Ouais, mais là, ça fait longtemps que j'ai pas touché un piano. Je l'ai plus dans les doigts quand même. Hein. Le nocturne, faut bosser un peu. Faut s'entraîner. Ça, t'as réussi à me mettre l'alarme. Donc, écoute, merci infiniment, Pauline, d'avoir été à mon micro. C'est un plaisir. J'aimerais bien venir te voir à l'entraînement, te voir jouer. Je viendrai vraiment dès que j'ai l'occasion, parce que ça me ferait plaisir de voir ça. Et tu reviens quand tu veux, hein, tu sais où on habite. Ouais, pas très loin, je viendrai. Merci à toi et gros bisous à la Belgique, du coup. Oui, mais je leur dirai. Merci à tous aussi d'avoir été présents, le petit public qui est là. Et puis à la prochaine. Merci beaucoup, Pauline. Salut.